Parcel of Cost dans cette série de vidéos sur les écosystèmes innovants et leur mise en application au quotidien et dans nos institutions. Maintenant, peut-être le temps est venu, après avoir parlé du sens, du pourquoi, du quoi et du comment au niveau individuel, plutôt le comment au niveau institutionnel. Donc déjà, quels sont les différents types d'acteurs dont vous souhaiteriez parler dans cet entretien Si vous voulez, en fait, dès qu'on parle des acteurs, il y a effectivement déjà, et on en a parlé dans une vidéo précédente, l'individu, qui est tout de même très important, je le rappelle. Mais là, dans cette vidéo, on veut traiter les méta-acteurs que constituent les institutions. Alors, il y a une première institution, c'est l'entreprise. Ça, j'aimerais en parler, parce que les entreprises ont grandement à tirer parti et aussi à avoir un rôle dans cette transformation. Après, il y a une autre entité, on a un peu évoqué ça, c'est les régions. Les régions, c'est une taille assez intéressante, c'est entre un pays et le monde. C'est plus petit qu'un pays, c'est beaucoup plus petit que le monde tout entier, mais c'est une taille critique intéressante parce que les régions ont souvent une âme, une singularité, une culture, et elles ont des enjeux de compétitivité importante. À l'intérieur même d'un pays, des régions réussissent très bien, d'autres réussissent moins bien, et évidemment, c'est important. Après, il y a l'entité du pays. Et ça, on en a déjà parlé un petit peu avec la France. Voilà, c'est ça. Voilà, il y a l'entité du pays, comment ça se passe par rapport au pays, etc. Mais on verra un peu. Et puis, alors, il ne faut peut-être pas tout traiter dans la même vidéo, mais c'est un programme pour l'heure qui vient. Donc après, il y a le niveau qu'il ne faut surtout pas oublier de la planète tout entière. D'accord. Alors si on commençait par les entreprises, puisque c'est le premier que vous avez cité. Voilà, alors traitons l'entreprise. L'entreprise, si vous voulez, l'entreprise du XXe siècle, elle est à court terme, économique et rationnelle. En fait, l'organisation scientifique du travail, si vous prenez l'ensemble de la littérature produite tout au long du XXe siècle, grosso modo, on vous explique comment organiser le plus rationnellement votre entreprise, à court terme et économiquement. Bon, voilà, c'est ça. C'est ça que vous apprenez dans un master en business et administration. Or, à la fin du XXe siècle, dès la fin du XXe siècle, apparaissent des questions sociales, bien sûr, tout au long, mais elles sont toujours traitées en marge, mais elles montent de plus en plus, et elles explosent aujourd'hui avec les décalages de richesse et tout ça. Et puis, évidemment, la grande question écologique. Alors là, qui intervient beaucoup plus à la fin, parce que les questions sociales, elles apparaissent dès 1900. Mais l'explosion des questions écologiques, même si ça commence en 1970, en fait, elles explosent dans les années 2000 et aujourd'hui. Donc, ça amène l'entreprise à se poser des questions à moyen terme, à long terme, parce que l'écologie, c'est à long terme. Le réchauffement, c'est tout de même par rapport au quater, qui est l'horizon habituel des entreprises multinationales aujourd'hui, c'est-à-dire de comment elles font profit dans les 3 mois. Bah, l'écologie, le réchauffement climatique, c'est plus l'année prochaine, 2 ans, 3 ans, la génération future. Et là, c'est maintenant l'écologie. Enfin, l'urgence des défis font que, et aussi la question sociale avec les gilets jaunes, etc. Voilà, c'est maintenant qu'il y a vraiment une contraction des enjeux et du temps des entreprises. Comment est-ce qu'elles peuvent répondre à ça Voilà, elles sont brusquement confrontées au même moment. Ça, c'est très nouveau. C'est dire qu'il y a un retour du long terme, du moyen terme et du court terme dans le même instant. C'est maintenant, les 3. De la même manière, c'est maintenant la question du sens, c'est-à-dire la question des émotions, parce que ça déclenche des émotions, et la rationalité. Donc, vous voyez, on est dans une problématique d'entreprise élargie. Et c'est pareil, c'est plus uniquement économique, c'est social et écologique. Vous voyez, donc, c'est ce que j'ai appris, l'entreprise élargie. Et ça renvoie à un concept qui se développe. On a fait d'ailleurs un parcours pédagogique autour de ça, c'est l'entreprise à mission. C'est-à-dire que brusquement, l'entreprise, elle ne peut pas dire je suis là juste pour gagner de l'argent. On voit bien que c'est de moins en moins entendable. C'était tout à fait entendable avant. Avant même, c'était l'inverse. C'était difficilement entendable que ça soit autre chose. Mais là, l'entreprise, elle est automatiquement à mission au sens... Elle a une mission de passer du footprint au handprint, c'est-à-dire non seulement de ne pas abîmer la planète, mais de la réparer. Non seulement elle ne doit pas créer des chômeurs
et des handicapés physiques ou mentaux du fait de la désintégration de l'individu au cours de son processus de travail, parce que c'était le cas, il faut bien l'assumer. Pendant l'ère industrielle, il y avait des gens qui ressortaient plus mal de l'entreprise qu'ils n'y étaient rentrés. Parce que le travail à la chaîne, c'était pas amusant. Et même le travail des cols blancs dans l'ère industrielle, il était instrumental, il était très instrumentalisant. Donc les gens ne ressortaient pas et hyper épanouis. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, les jeunes, notamment, ils rentrent dans une entreprise. Ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce que je vais apprendre, comment je vais m'épanouir. Le PDG qui, lui, a consacré, s'est sacrifié tout au long de sa vie, il dit, mais je rêve. Elle oublie qu'elle est en train de travailler pour moi. Non, mais oui, oui, d'accord, bon, il y a la planète, il y a aussi, j'aimerais bien que votre profit, bon, ok, ça ne donne pas beaucoup de sens à ma vie. D'accord, donc, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises, malgré tout ce mouvement qui se développe et cette conscience qui s'élargit, beaucoup d'acteurs, et notamment aussi les investisseurs, sont très intéressés par le profit. Donc est-ce que cette nouvelle direction stratégique va permettre vraiment aux acteurs économiques de faire plus de profit ou pas? Alors ça, c'est une très très bonne question, parce que c'est là où le bas, où les choses sont en train de se renverser. Parce que jusqu'à là, tout ce que je viens de dire, c'était effectivement nice to have. Oui, quand on est riche, d'ailleurs très souvent les entreprises, certaines entreprises, quand elles réussissent très bien, ont effectivement des plans d'expression sociale, d'épanouissement social extraordinaire, et en plus, elles font du bien pour l'écologie. Dès que ça se tend un peu, ça devient beaucoup plus difficile. Est-ce que, mais je pose la question comme ça de manière naïve et sincère, est-ce que une entreprise demain pourra exister dans le monde de demain sans s'être profondément transformée? Est-ce qu'elle peut inventer les choses et exister dans un monde en train de se désintégrer écologiquement, en train de socialement devenir un chaos? Est-ce qu'elle peut prospérer? Déjà, on voit bien que non. Si la planète entière devient aussi inhospitalière que Mars, je me pose vraiment la question de qui va pouvoir se développer sur Terre. Peut-être les entreprises qui nous emmèneront sur Mars, ça peut-être. Mais ce sera pour aller ailleurs. Il y a toujours quelque part, dans n'importe quel mouvement, une énergie. Donc il y a toujours une manière de prospérer quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, des grandes périodes de transformation actuelles sont des occasions, sont des véritables opportunités. Mais la porte d'entrée, c'est plus nice to have, justement, c'est là. La porte d'entrée, c'est cette capacité à penser le monde économiquement, certes, mais socialement et écologiquement. Parce que sinon, on n'a pas de résilience. Et pour participer à un écosystème innovant et innover, il faut innover avec tous les parties prenantes. Donc là, on voit bien qu'il y a deux mondes, et à l'ancien monde, avec des gens attachés à l'ancien monde, les hiérarchies, attachés au pétrole, attachés à un ensemble de produits qui manifestement font du mal à la planète. Et on comprend qu'ils s'y soient attachés, puisqu'ils ont fait fortune avec ça, ils ont investi des milliards dans des moyens de production, etc. Donc ils s'y sont attachés, on comprend très bien. Bon. Mais cet ancien monde, il n'a plus de développement potentiel. Et le nouveau monde, il va se construire avec des gens écologiques, sociaux et économiquement viables. Pas une seule de ces dimensions. Pourquoi il va se construire de cette manière-là? Parce que c'est une nécessité. De la même manière que le monde industriel versus le monde féodal s'est construit sur des logiques différentes. Bon, le monde féodal, il y avait une dimension de conquête de territoire, par exemple. La conquête de territoire, la violence. Au cœur du monde féodal, il y a la violence. D'ailleurs, les élites passent un temps considérable à manier l'épée. Bon, vous voyez. Bon. Après, les industriels, les capitaines d'industrie, ils n'avaient pas besoin d'épée. Ils avaient besoin de mathématiques. Bon, vous voyez, c'est d'autres valeurs. Ben, là, c'est pareil. On change de monde, donc ce n'est pas les mêmes outils, ce n'est pas les mêmes référentiels. Et dans le nouveau monde en train de se créer, le fait d'avoir une handprint, c'est-à-dire de faire du bien à l'écosystème global, non seulement l'écosystème d'innovation, mais l'écosystème
écologique, animal, végétal, devient essentiel. Sinon, vous n'en faites pas partie, c'est tout. Ça se ferme, la porte est fermée. Et d'ailleurs, une grande partie d'entreprises vont disparaître. Et d'ailleurs, même, est-ce que l'entreprise elle-même ne va pas disparaître? Vous savez, il y avait quelqu'un qui me disait, mais Monsieur Saloff, vous êtes prospectiviste, c'est quoi le futur de l'industrie? C'est quoi le futur des salariés? C'est quoi le futur de mon attaché-caisse? Je les regardais, je dis, imaginez, nous sommes il y a 1000 ans. Je suis en face d'un groupe de chevaliers qui me disent, c'est quoi le futur de nous, chevalerie? C'est quoi le futur de mon cheval? C'est quoi le futur de mon épée? Voilà. Et ça, c'est une très bonne manière d'introduire la question de la prospective. Parce que, effectivement, le problème, c'est que le futur, non seulement il n'est pas comme on le pense, mais il n'est pas enfermé dans nos catégories de pensée. Je ne suis pas sûr que demain on travaillera. Vous voyez, sincèrement. Même que le mot travail ait un sens dans ce monde. En fait, les entreprises qui vont faire partie de ce futur, c'est justement les entreprises qui sont capables de se transformer radicalement et de travailler ou de co-créer, d'être en relation avec les autres acteurs au service de quelque chose de plus grand qui les dépasse et qui fait sens, en fait. Oui, et puis je ne sais même pas si le mot entreprise, comme de la même manière que le mot le chevalier, si vous voulez, n'a pas tellement de sens, ou le château médiéval, vous voyez, qui était une entité très importante. Les gens du château, bon, c'est un peu, on pourrait dire que les gens du château ou le seigneur d'antan, c'est un peu le chevalier. Aujourd'hui, le chevalier, c'est le chef d'entreprise. C'est Carlos Ghosn qui s'est capturé par les Japonais. Enfin, c'est des chefs d'entreprise avec leur grande entreprise, leurs étendards et tout ça. C'est un peu les chevaliers de notre temps. Bon. Quelle métamorphose! Mais est-ce que, tout en gardant cette métaphore, parce que qu'est-ce que va être ce destin entrepreneurial demain? Et même, vous voyez, ça m'accroche, c'est pas entrepreneurial. C'est pas une entreprise, c'est pas un travail, c'est pas un capitaine d'industrie. C'est autre chose, c'est complètement autre chose, je crois. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre. C'est même extrêmement difficile, mais je sens profondément que ça va être autre chose. Mais pourtant, on garde, vous voyez, entre un seigneur local autrefois, un chevalier, un prince, les princes de Venise, où ils annonçaient déjà les entrepreneurs. Vous voyez, il y a eu déjà des choses. Donc déjà, les gens qui sont en train de créer le nouveau monde, ils sont déjà là. Mais on ne sait pas les décoder, on ne sait pas les lire, on ne sait pas... Il y a déjà... moi, il me semble que quand un patron comme le patron de Danone dit mon entreprise est prête à disparaître, à se réinventer complètement, il se remet en cause radicalement, il va dans le bon sens. Il faut être capable de cette remise en cause radicale. Voilà. Et certains le font. Est-ce que Patagonia, qui est une entreprise à mission, c'est une entreprise? Si on demande au PDG, lui, il s'amuse, il fait des produits avec un groupe de gens, ils adorent l'outdoors, et c'est pas le profit qui l'intéresse. C'est pas le social, c'est pas l'écologique, mais ils sont effectivement extrêmement profitables, extrêmement sociaux et extrêmement écologiques. Et en même temps, ils transcendent une entreprise classique. Donc, et ça, partout dans le monde, on a des exemples de ce type. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire que là, il y a une métamorphose très profonde. De la même manière qu'il y a des individus qui sont en train de vivre des métamorphoses extraordinaires. Aujourd'hui, ce qu'on pourrait conseiller donc, aux entreprises d'aujourd'hui, c'est justement de rencontrer ce type d'acteurs, de faire de la prospective dans un premier temps, mais aussi de rencontrer, d'intégrer un réseau et des forums ou des espaces, en tout cas, où ils pourraient justement rencontrer ces constructeurs, ces bâtisseurs du nouveau monde pour co-créer des nouvelles conditions, des nouvelles manières de collaborer et de... C'est le sens des écosystèmes innovants versus les systèmes innovants. Vous voyez, les pôles de compétitivité, bon, c'est très bien, ça a été très bien. C'est un acte important pour rendre innovante la France. Mais ce n'est pas des écosystèmes pour l'instant. Il
n'y a pas cette dynamique. Déjà, ils sont pensés complètement sériellement. Ils sont pensés comme si on pouvait séparer chacun des pôles, justement. Alors qu'il faut peut-être qu'ils dialoguent ensemble. En plus, à l'intérieur de ces pôles, il y a des gens comme le public et le privé qui restent très loin l'un de l'autre, qui restent comme ils se regardent en chien de faïence. Là, on est en train de glisser sur le deuxième sujet qui est justement la région. Donc je vous invite exactement. C'est une bonne introduction voilà. à notre prochaine vidéo sur la région. Tout à fait. Merci.